Le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19 avec mon premier invité Michel Picon, le président de l'UDP, des entreprises de proximité. Bonsoir Michel Picon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes toujours assez cash. Vous allez nous dire comment vous réagissez. On a appris à l'instant que la motion de censure du Rassemblement national et celle d'avant de LFI ont été rejetées à l'Assemblée nationale. Deux motions de censure qui ont été déposées sur le Mercosur. Des mots quand même assez durs, notamment employés par le Premier ministre qui dit que vous êtes vos petits calculs politiciens priment sans cesse sur l'intérêt général. Et puis il a précisé que le 49.3 n'avait pas été évoqué en Conseil des ministres. Michel Picon, là, quand vous voyez ce spectacle, vous vous dites quoi, vous ? C'est assez triste, parce que d'abord, ce sont deux motions de censure dont on s'attendait à ce qu'elles soient rejetées. Elles portent sur un sujet, le Mercosur. Moi, je voudrais affirmer ma totale solidarité avec les agriculteurs, bien évidemment, mais le Mercosur, c'est la petite goutte d'eau qui vient sur un verre. C'est un bouc émissaire, en fait, le Mercosur. Mais bien sûr, parce que quand on regarde ce sujet, est-ce qu'il est plus important que ceux qui ne sont pas réglés depuis des années ? Je pense au coût du travail, à la concurrence déloyale, au poids des normes, et c'est cette affaire de Mercosur. Moi, je voudrais dire une chose tout de même, là, dans cette affaire-là, c'est que la France a perdu son autorité et sa crédibilité vis-à-vis de l'international. Et ça n'est pas un hasard avec la pagaille que nous vivons et que nous avons eue sur les yeux. À force de tirer sur le pilote qui conduit l'avion, de ne pas attendre qu'il ait atterri. C'est qui le pilote, là ? Le pilote, c'est le président de la République. D'accord. Quand on affaiblit autant que ce que l'on le fait dans ce pays depuis des mois et des mois, il ne faut pas s'étonner que son affaiblissement en France permettent aux autres pays de ne plus l'entendre avec l'autorité qui était la sienne. Et moi, je regrette qu'on n'attende pas l'atterrissage avant d'attaquer le pilote, parce que franchement, on se met tous en danger. Le Mercosur en est une conséquence, mais il y aura d'autres sujets. Je pense que la parole de la France, elle était forte. Le président de la République, pendant son premier quinquennat, tout le monde s'est ébloui sur sa capacité à prendre le leadership. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Depuis, il est affaibli constamment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est dangereux d'affaiblir le président Macron. Sur l'international et sur des décisions qui poussent, qui procèdent de la capacité de la France à se faire entendre, évidemment. Et donc, pour répondre à votre question sur ce qui s'est passé après-midi, c'est encore consternant. D'abord parce que les mêmes qui déposent une motion de censure contre Mercosur, c'est les mêmes qui empêchent les agriculteurs d'avoir des bassines pour irriguer. Tout cela n'est que de la politique politicienne de bas étage, et moi, j'en ai assez. Alors, vous en avez assez, ça veut dire quoi, Michel Picon ? Parce que derrière vous, il y a des milliers et des milliers d'entreprises. Hein. C'est pour ça que votre parole est toujours assez forte, pour pas dire forte, forte et pas assez forte. Est-ce que vous dites quoi ? J'en ai assez. Ok, donc on fait quoi ? Vous dites qu'il faut un 49.3 là, si jamais il n'y arrive pas. Là. Je dis qu'il faut un budget. Le compromis, c'est bien beau, mais il y a un moment, il faut trancher. Il faut un budget. Si les débats ont eu lieu, le Premier ministre a laissé le temps du débat. Il n'a pas utilisé le 49.3 comme d'autres avant lui l'ont fait. Il a laissé chacun s'exprimer. Aucune majorité n'arrive à sortir sur un budget. Eh bien, il faut qu'il reprenne les prérogatives qui sont les siennes et qu'il vote un budget avec un 49.3. Et puis, si les gens le censurent, ils le censureront. Chacun emportera la responsabilité qui est la sienne. Nous avons besoin d'un budget. Ouais. Un budget pour les artisans qui attendent les dispositions de la prime Rénov', un budget pour les collectivités locales qui ont bloqué un certain nombre d'investissements, un budget aussi pour réviser les tranches d'imposition, parce que dans mes petites entreprises, beaucoup ne sont pas à l'impôt sur les sociétés, elles sont au barème de l'impôt sur le revenu et elles vont payer plus d'impôts parce qu'on n'aura pas revalorisé les donc il faut absolument un budget pour justement pour qu'il y ait une révision du barème. Oui, mais ça veut dire que le 49.3, sur quelle version ? Vous voyez, c'est ça la complexité. C'est qu'il y a tellement de versions qu'on ne sait plus laquelle va... Le Premier ministre a présenté... va être la base de... Oui, il y a celle que le gouvernement a présentée. Rien ne lui interdit de l'aménager en fonction d'un certain nombre de débats qui ont été peut-être utiles pour quelques sujets. Bon, et puis 49.3 et on avance. Enfin, on ne va pas faire ce cirque. Donc là, il faut un 49.3, c'est ce que vous nous dites. Bon, moi je pense que... Mais c'est un outil de la Constitution. Ah, bien sûr. Bon, ou alors il faut faire une révision constitutionnelle et le supprimer.
Enfin, je suis assez atterré de ces débats. Faut-il un 49.3 ? Oui, c'est utile et c'est nécessaire, la Constitution l'a prévu. Alors, la question maintenant qu'on peut se poser, c'est quel impact de cette instabilité politique ? Vous avez déjà posé la question, mais c'était il y a quelques semaines. Mais depuis, on est quand même maintenant en 2026. Le gouverneur de la Banque de France a dit ce matin chez ma consoeur de BFM TV, Pauline de Malherbe, que la croissance au 4e trimestre serait d'au moins 0,2%, et donc confirmé qu'a priori de 0,9% sur 2025. Ça a été presque 1,1% s'il n'y avait pas cette question d'instabilité politique qui pèse et qui ampute de 0,2% la croissance. Chez vous, 2025, ça se termine comment chez les entreprises de proximité ? Dans le bâtiment, c'est difficile, c'est très difficile. C'est moins combien ? C'est moins 4, moins 5 sur le dernier trimestre, et ça dure et ça va continuer. D'abord parce que les Français n'investissent plus. Le coût du crédit aussi, qui est assez rédhibitoire. Pourtant, il baisse. Oui. Il baisse, mais par rapport à ce qu'il permettait à des jeunes couples, à des gens qui sont un peu justes, de trouver du financement, ça c'est compliqué. Il y a aussi l'ensemble des services qui font l'objet de concurrence déloyale, notamment, on en a parlé, on en reparlera peut-être, de chaînes et Temu qui fracassent le petit commerce dans les villes. Et pourtant, c'est un échec. A priori, notamment, au BHV, ça ne marche pas. Oui, mais par contre, les colis... Par contre, les plateformes, elles marchent. Les plateformes et les colis qui arrivent, ça marche et ça tue tous les petits Donc commerces. Le textile, moins combien, vous avez dit, pardon ? Le textile, je n'ai pas le chiffre, mais bon, ils sont tellement effondrés depuis des années. Moi, je vois les gros dossiers que l'on gère à l'AGS, l'Association de garantie des salaires, c'est beaucoup d'établissements du textile, les NAFNAF, enfin, je ne vais pas les citer là, parce que ce n'est pas l'objet. Donc le textile ne se porte pas bien. Il y a l'alimentaire qui a à peu près maintenu en fin d'année une activité suffisante. Le sujet de ces petites entreprises, si l'activité s'est tenue, 1% de croissance en 2025 ou en 2026, c'est quand même pas beaucoup. Après, il faut se comparer à l'ensemble des autres pays. Mais le sujet de toutes ces petites entreprises, c'est que leurs marges ont été écrasées. Écrasées par l'augmentation du coût de l'énergie, écrasé par l'augmentation du coût des matières premières, écrasé aussi par le poids du coût du travail, des augmentations de salaire qu'il a fallu faire en 2024 pour que nos salariés puissent passer cette inflation. Tout ça a rendu les petites entreprises fragiles, et ce que je dis, c'est malheureusement le constat aussi des défaillances. Alors si on regarde le constat des défaillances, le chiffre c'était à peu près 69 000 sur 2025, donc c'est les records absolus. Oui. Est-ce que vous confirmez ça ? Est-ce que pour vous c'est même plus ? Non, oui, bien sûr, il y a 4% de plus de défaillances, 68 500 défaillances exactement, dont plus de 85% sont des petites entreprises de moins de 10 salariés un peu partout dans les territoires. Enfin, il suffit de se balader pour voir des rideaux qui ferment, parce qu'en plus des 65 000, ce que personne ne mesure aussi, c'est qu'il y a des tas de gens qui ne vont pas en défaillance au tribunal de commerce, qui un vendredi soir ont payé tout le monde, ont parfois même sorti les quelques économies qu'il leur reste pour ne pas avoir de dette nulle part, et un vendredi soir ils ferment le rideau et ils ne le réouvrent pas le lundi matin. Ils licencient leurs salariés, parfois parce que c'est compliqué de licencier pour des raisons économiques, on fait une rupture conventionnelle, on en parlera, et ça en rajoute au moins 70 000 de plus. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait des rideaux qui ferment. 70 000 de plus, donc on est à 140 000, c'est ça que vous nous dites ? Oui, c'est ça. 140 000 petits commerces, petites entreprises. 140 000 fermetures, d'une manière ou d'une autre. Disparition d'activité, bien évidemment, bien sûr. Il y a les 68 000 de défaillance, ça c'est les gens qui ils peuvent pas payer leurs dettes, et donc ils vont au tribunal de commerce, et puis il y a ceux qui payent tout. Qui paient tout ce qu'ils ont à payer, mais qui arrêtent leur activité. Vous savez comment on compare ces deux chiffres ? Par le nombre de cessations d'activité et le nombre de défaillances. Et quand vous prenez le nombre de cessations d'activité, ça comprend les défaillances et ça comprend les autres. Voilà, donc c'est une situation tout de même qui ne peut pas durer. Et moi, je ne veux pas porter un message de pessimisme parce que... on ne peut pas dire que ce soit un message optimiste, Michel Picon, je voudrais pas... Non, mais on est tellement habitués à se battre, les petites entreprises, depuis des années, on va continuer à se battre. Il y a 310 000 petites entreprises qui vont devoir changer de main dans les 5 ans qui viennent. Des gens qui sont plutôt de ma génération qui vont s'arrêter. Eh bien,
il ne faut pas qu'on effraie tous les jeunes qui pourraient reprendre cette affaire, parce que sinon, alors là, c'est plus 60 000 qui vont disparaître. Quels sont les secteurs? Parce que il y a le secteur du service qui marche, il y a certains secteurs qui se menaçaient la tête hors de l'eau quand même. Non, mais il y a des secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres. Il y a, et puis, c'est normal, c'est darwinien, hein, il y a des entreprises qui ont plus de talent que d'autres et elles réussissent quand d'autres ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas changé de modèle, ils sont sur un mauvais créneau, il faut qu'ils investissent pour changer, ils sont soit trop âgés ou pas assez capés pour le faire. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Quels sont les secteurs qui fonctionnent plus que les autres? Moi, je peux pas faire un palmarès là aujourd'hui. En tout cas, le bâtiment, si on arrive à retrouver un peu de stabilité politique, qu'on ait un budget, que la prime rénov' reparte, pendant des années, le bâtiment a été créateur d'activités. Donc moi, j'espère qu'on reviendra vers ça. On va revenir là-dessus, mais il y a des propositions du reste qui ont été faites sur le bâtiment, sur l'immobilier. On sait que le Sénat a même un projet. On attend de voir qu'est-ce qui se passe sur ma prime rénov'. Évidemment, ça dépend du budget, s'il est adopté ou pas. Ce matin, Patrick Martin, le président du MEDEF, était devant l'Association des journalistes économiques et financiers. Il a dit, on l'interrogeait sur, et je l'ai déjà fait, je vous ai déjà interrogé sur cette question, sur l'hypothèse d'une arrivée au pouvoir du RN. Il dit, autant il ne faut pas faciliter ce scénario, autant il faut essayer quand même de discuter avec eux pour essayer de comprendre leur doctrine. Oui, les entreprises se préparent, je cite, à l'arrivée du Rassemblement national, mais est-ce que ça veut dire qu'elles le préparent? Non. On ne peut pas ne pas intégrer ce scénario dans nos réflexions. Est-ce que pour autant nous faisons le lit du RN? La réponse est non. La seule chose, c'est qu'il ne comprend pas leur doctrine économique. Quelle est votre position? Vous m'avez dit, la dernière fois, je m'en souviens, ça avait fait déjà pas mal de bruit, vous m'avez dit, tout ça, cette situation un peu catastrophique, ça va se traduire dans les votes. Les votes des artisans, ça va être des votes du Rassemblement national. Est-ce que vous maintenez? Comment vous réagissez aux propos de Patrick Martin? Non, mais les propos qu'il a, j'y adhère. Hein. Une organisation patronale, elle n'a pas pour vocation d'exclure une représentation politique, représentation au Parlement d'un nombre de parlementaires importants, et puis d'une force politique qui peut demain arriver au pouvoir. Donc il est normal qu'on les rencontre. Moi, personnellement, je n'ai pas de contact avec eux, mais c'est pas parce que je n'en veux pas. S'ils me sollicitent comme d'autres m'ont sollicité, à l'autre échec, de l'autre bout de l'Assemblée, LFI nous a sollicité pour confronter un certain nombre d'idées. LFI vous a sollicité, mais pas le Rassemblement national. Pas le Rassemblement national. D'accord, mais ça va venir. Vous savez, à l'approche des élections, tout le monde va venir. Même ceux qui étaient difficiles d'accès au rendez-vous du jour au lendemain, quand on rentre à campagne, les agendas se libèrent. Oui. Donc, mais moi je les verrai, je leur expliquerai que dans les propositions qu'ils faisaient, notamment lors des élections présidentielles ou des élections législatives, ils avaient des mesures qui étaient mortifères pour les entreprises. Et donc, moi, nous jugerons au programme qu'ils proposeront la même façon sur LFI, la même façon sur tous les groupes. Donc, on n'a pas à leur faire la courte échelle. Pas plus aux uns qu'aux autres. Non, mais est-ce que vous reconnaissez, parce que là je vous trouve, par rapport à la dernière fois, vous êtes un peu en retrait. Est-ce que ça veut dire que vous êtes fait taper sur les doigts en disant que on allait plutôt voter RN qu'autre chose? Vous êtes fait taper sur les doigts? Mais bien sûr Picon, oui. Non, je sais pas moi. Qui peut me taper sur les doigts? Non, non. Ce que moi je veux dire, c'est que, et je l'ai dit d'ailleurs à LFI, le Rassemblement national aujourd'hui a pris le monopole de l'ordre et de la sécurité. Et bon, c'est un peu dommage. Et bien évidemment, nos entreprises, nos commerces, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin d'ordre. Michel Picon, encore deux questions à vous poser, parce que c'est important, sur l'assurance chômage des négociations. Jeudi dernier, il y a eu des négociations un peu houleuses. Vous avez écrit une lettre avec le MEDEF sur la question des ruptures conventionnelles que vous trouvez beaucoup trop chères, beaucoup trop onéreuses, alors que le gouvernement demande 400 millions d'économies. Vous dites qu'il faut aller jusqu'à 1 milliard, parce que les ruptures conventionnelles, ça coûte 10 milliards. Mais vous-même, vous disiez, nous, on a beaucoup d'artisans qui ont recours à ces ruptures conventionnelles. Beaucoup, comme beaucoup d'entreprises. Je pense que les ruptures conventionnelles, elles cachent un certain nombre de licenciements pour raisons économiques. C'est évident.
et qui c'est plus facile de faire une rupture conventionnelle que de s'engager dans un licenciement économique quand vos affaires vont mal. Moi, ce que je pense là-dessus, d'abord, c'est pas 1 milliard sur les ruptures, pardon de rectifier, c'est 400 millions sur les ruptures, c'est ce que nous a demandé le gouvernement. Oui. Et nous, on a signé effectivement un courrier commun pour dire au gouvernement qu'il n'était pas très ambitieux, qu'on pouvait aller un peu plus loin. Je rappelle que le gouvernement Bayrou nous avait demandé de faire 4 milliards. Oui. Entre 4 milliards et 400 millions, on doit pouvoir faire quelques efforts de plus. Oui. Donc, sur le fond, oui. Sur le fond, 400 millions sur les ruptures conventionnelles, on va les trouver. Il faut identifier les sujets qui doivent être redressés. Ça ne sera pas la mort du petit cheval. Il ne faut pas casser les ruptures conventionnelles parce qu'elles apportent des solutions. Moi, je pose une question. Est-ce qu'il est normal de percevoir des indemnités chômage lorsqu'on a choisi de perdre son emploi plutôt que lorsqu'on l'a subi? Il me semble qu'il peut y avoir des différences entre le chômage subi et le chômage choisi. Et puis, il y a d'autres sujets. L'autre sujet, c'est la durée d'indemnisation. Est-ce que 18 mois, c'est rendre service à quelqu'un de lui donner 18 mois de prestation chômage alors qu'on sait qu'au bout de 18 mois, vos chances de reprendre un travail se sont complètement effondrées? Oui, ça dépend effectivement du secteur. Ça dépend de l'âge, de beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est des sujets. Il ne faut pas y aller à la tronçonneuse, il faut y aller de manière chirurgicale. 1 milliard, franchement, si chacun y met un peu de bonne volonté, on le trouvera sans douleur. Dernier point, c'est la question des allègements de charges. Alors là, pour le coup, vous avez dit le niet de l'UDP, parce que vous dites, donc c'est pour raboter les allègements de charges, parce que ça coûte assez cher. Oui, ça coûte assez cher. Ça coûte cher au gouvernement, mais la vraie question, c'est le niveau des charges. C'est le coût de notre protection sociale qui pèse trop sur le travail. Bon, donc ça, c'est un grand chantier. Enfin, nous, on a fait des propositions qui peuvent aller très vite. Mais s'il y a eu et s'il y a encore des allègements de charges, c'est bien la preuve que les cotisations, ce qu'on appelle les charges ou les cotisations, c'est la même chose. Hein. Non, c'est mieux de dire des cotisations. Les organisations de salariés me rappellent chaque fois qu'il faut parler de cotisations. Donc parlons de cotisations. Les cotisations pèsent trop sur le travail et sont trop lourdes. Le financement de notre protection sociale. Mais donc on les baisse ou on les baisse pas? Mais il ne faut pas les baisser. D'accord. Mais on va envoyer des milliers d'entreprises au tapis. Ben oui, mais les économies, c'est pas là-dessus qu'il faut les faire. D'abord, il faut peut-être arrêter de taper sur les entreprises parce que c'est aussi une forme de taxation supplémentaire de l'entreprise. Quand vous abaissez, vous savez, les gens qui ont aujourd'hui, si vous abaissez les charges, les exos de 10%, vous allez augmenter le coût du travail de 10%. Et c'est autant de disponibilité en moins qu'auront les entreprises pour rémunérer mieux, pour recruter, pour investir. C'est une folie de faire ça. Merci beaucoup Michel Picon d'avoir été avec nous. Michel Picon qui défend en tous les cas le président Macron en disant arrêtons de taper sur lui parce que ça le décrédibilise à l'étranger et puis surtout qui dit attention sur la question du coût du travail. Merci d'avoir été avec nous.